Donc aujourd'hui, je suis CTO chez Ma Résidence, donc c'est un réseau social d'aide solidaire entre voisins. Si vous ne me followez pas encore sur Twitter, faites-le parce que j'ai le défi d'atteindre 500 followers avant Noël, donc aidez-moi. Sinon, je suis effectivement passé par la maison de Valérie, qui a fermé. Je suis passé ensuite chez Zend, qui a été racheté. Et je suis passé aussi brièvement chez Sensio Labs, et pour l'instant, tout va bien. Alors, avant toute chose, j'aurais besoin, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un teaser pour rien, j'ai besoin de 4 volontaires qui viendront sur scène à la fin. Ne vous précipitez pas. C'est juste que si vous êtes au fond de la salle, rapprochez-vous, venez vous asseoir là ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, en tout cas, si je pouvais avoir mes 4 volontaires maintenant qui viendraient s'asseoir au premier rang, par exemple, ce serait plus simple, histoire qu'on gagne du temps. Alors, qui veut venir? Il n'y a rien à gagner. Et non, ce ne sera pas Frédéric. Ouais. Ok, en voilà une. Donc, reste là, c'est bien, tu es au premier rang. Le deuxième, ce sera qui? Voilà. Et voilà. Ok. De toute façon, ça marche aussi à 18, c'est juste beaucoup plus long, donc on verra en fonction du temps. Ok. Donc souvenez-vous que vous êtes bien les volontaires, hein, d'accord. Alors, je suis là pour vous parler de 3 choses, donc du passé du langage objet, ensuite je vais vous parler du présent du langage objet, et effectivement, alors du futur, c'est peut-être exagéré, mais on va dire d'un présent qui n'est peut-être pas encore tout à fait présent. La première partie, les précurseurs. Tout commence en fait dans les années 50, fin des années 50. Alors à cette époque-là, l'informatique, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. On a 3 langages majoritaires. Je ne sais pas si parmi ces 3 langages que sont Algol, Fortran et Lisp, certains d'entre vous l'ont pratiqué. Qui a fait de l'Algol? Ou en fait encore? Parce qu'on en fait encore. Qui a fait du Fortran? Moi aussi. Qui a fait du Lisp? Vous êtes taré. Alors à l'époque, on a déjà des structures de données qui existent. On a aussi des choses qu'on appelle des procédures. Par contre, on n'a aucune interopérabilité entre les machines, c'est-à-dire que la notion d'OS, on va dire, c'est pas quelque chose de très courant. Aujourd'hui, on a des machines, enfin à l'époque, on a des machines qui sont toutes différentes, chacune avec un ensembleur différent, ce qui fait que quand vous créez un langage, vous devez créer son compilateur et que pour chaque machine, vous devez recoder le compilateur. Donc c'est très 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 compliqué, sachant qu'effectivement, vous avez des programmes qui fonctionnent bien sur une machine et pas l'autre. Enfin bref. Du coup, c'était très 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 cher de développer de l'informatique à l'époque. Et puis c'est aussi l'époque où l'industrie commence à s'intéresser un petit peu de près à l'informatique en disant comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça autrement qu'en fabriquant des ordinateurs. Donc voilà, on quitte un peu le laboratoire. Et puis il y a des nouveaux problèmes qui viennent d'arriver, notamment déjà de l'intelligence artificielle et puis des besoins en termes de simulation. Je parle de simulation de trucs industriels, évidemment. Alors, pour le langage objet, l'histoire commence en 1962, entre 62 et 67. Et curieusement, ça ne se passe pas aux États-Unis, ça se passe en Norvège. Voilà. On a 2 informaticiens qui sont aussi scientifiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école d'informatique, qui sont donc Nygaard et Dahl. Et ces gens-là, vous devriez les révérer, parce que c'est eux qui vont vraiment inventer le langage objet d'aujourd'hui. Et quasiment, ils vont tout inventer d'un coup. Et ça, c'est assez formidable. Alors, ils commencent l'histoire en 1962, et leur question à eux, c'est on a des besoins en termes de simulation, d'intelligence artificielle, et très sincèrement, avec simplement des structures de données et des procédures, juste, on n'arrive pas à faire de l'informatique. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un chemin inverse, qu'on essaye de penser le problème différemment. Au lieu de penser orienté machine, on va penser orienté métier. On va modéliser le réel dans la machine. C'est ça, vraiment la grosse révolution de l'époque, c'est on va modéliser le réel dans la machine. Personne n'avait osé faire ça. Et comment ils vont faire ça? Ils vont dire c'est simple, on a des objets réels et ils vont devenir tous des processus indépendants dans la machine. Et quand je dis processus, c'est-à-dire des programmes indépendants, même s'ils sont codés dans le même langage. Et donc on va avoir des processus complètement indépendants qui vont gérer chaque objet qu'on a dans le système. Donc évidemment, si on a 1 million d'objets, on aura 1 million de processus. Et cette idée-là, elle est fondamentale parce que ces processus-là sont un petit peu les dinosaures de nos objets d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces processus, ils contiennent à la fois les données de l'objet et aussi, déjà, les comportements. C'est-à-dire qu'on a du code qui s'exécute et des données qui sont propres au processus. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. J'ai essayé de vous présenter juste un petit exemple.
on a une file de véhicules qui attendent pour un péage à l'autoroute. Dans mon exemple, on a une voiture, un vélo et une autre voiture. Chacun de ces objets-là, enfin de ces objets réels-là, sont représentés par des processus différents dans la machine. Chaque processus contient 3 attributs, la position dans la file, donc -1, -2, -3, une référence à l'objet qui le précède ou qui le suit dans la file. Donc effectivement ici, je n'appuie pas sur le bon bouton. Ici, donc, on a le précédent, le suivant, donc lui il n'a pas de suivant, celui-là le précédent suivant, précédent suivant. Donc ça c'est la partie donnée du processus. Et en dessous, on a ce qu'eux ils appellent les règles d'opération. On n'appelle pas ça des méthodes, puisqu'en fait il n'y a qu'un seul code qui s'exécute. Et en fait on a donc simplement un compteur qui augmente la position parce qu'on se déplace dans la file, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? On va instancier les 3 processus d'un coup. Donc ils vont tous avoir leur position et ainsi de suite, leur référence les uns aux autres. Et en fait, vous voyez, on rentre dans le système par le premier objet, donc ici la voiture numéro 2. On lui dit avance d'une position. L'autre objet, on lui dit au tout début hold, c'est-à-dire ne fais rien, le code s'arrête. Et là aussi, hold, le code s'arrête. Donc en fait, dès qu'on instancie les objets, donc les 2 derniers n'exécutent pas leur code, alors que le premier va exécuter son code qui est position ++. Donc la voiture numéro 2 avance d'une position et dit résume, c'est-à-dire lance le code de celui qui me précède. Et celui qui précède va donc quitter le hold pour faire position ++, pour aller résumer celui-ci, et ainsi de suite, et on continue comme ça. En fait, vous avez des processus qui s'appellent les uns les autres et qui s'interrompent les uns les autres. C'est compliqué, d'accord. Mais ça marche, c'est formidable, ils arrivent vraiment à faire ce qu'ils ont à faire. Notamment, ils étaient en train de programmer quelque chose qui permettait de gérer le trafic des aéroports avec ça. Donc chaque processus était un avion, par exemple, ou un hélicoptère, et ils devaient gérer le trafic avec ça. Le simuler, hein, l'objectif, c'était pas de faire le boulot des aiguilleurs du ciel, c'était de simuler jusqu'à combien d'avions on pouvait faire atterrir par minute, par exemple. Alors, ça c'est très bien, c'est à peu près 1962. C'est vieux quand même. Après, il y a un autre type qui arrive, qui est un Anglais, qui s'appelle Sir Tony Hoare, en 1965. Et lui, il a l'idée de dire, mais attendez, ces structures informatiques dont vous commencez à me parler, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie entre elles. C'est-à-dire qu'une voiture ou un vélo, on pourrait appeler ça un véhicule. Un camion aussi. Et donc, il se rend compte qu'en fait, les structures de données qu'on utilise, elles peuvent se réduire à un arbre. Et c'est ce qu'il va inventer. Il va inventer ça, des classes d'enregistrement. Et donc, en 1965, ce que fait Hoare, en fait, c'est créer les classes et les sous-classes et créer l'héritage qu'on connaît aujourd'hui entre les classes d'objets. Mais lui, par contre, il n'avait pas de notion de comportement, parce que finalement, l'objet que les Norvégiens avaient créé avec leur langage Simula, il ne connaissait pas. Donc lui, il avait juste eu l'idée de classer les objets entre eux, mais seulement en fonction de leurs données, et pas en fonction de leur comportement. Donc ce que vont faire, en fait, nos 2 Norvégiens du départ, c'est qu'ils vont intégrer cette notion de classe au sein de leur langage Simula qu'ils avaient inventé en 1962, pour en 1967 nous créer une version de Simula qui s'appelle toujours Simula 67, qui avait donc des objets qui avaient des comportements, qui avaient des données, qui avaient des classes qui pouvaient s'hériter et dont on pouvait surcharger certaines parties du code. Vous voyez, 1967, on y était presque. Ils avaient presque tout bon dès le départ. Et là, je vous ai mis un exemple. Toujours pas le bon bouton. Voilà. J'y arrivais. Un exemple de code Simula. Donc, si vous avez fait du Turbo Pascal, par exemple, ça doit vous rappeler quelque chose, ou du Fortran. Ça ressemble très très bien déjà. Vous voyez, on a des classes. On a des classes qui sont des sous-classes. Voilà. Et après, c'est tout bête, on fait un new, exactement comme on le fait aujourd'hui. 1967. Même moi, j'étais pas né. Pour vous dire si c'est vieux. Alors évidemment, vous dites, mais c'est marrant parce que moi je fais du langage objet, mais je n'avais jamais entendu parler de Simula, ni de Nigar et d'Al. C'est vrai, vous avez entendu parler de quelqu'un d'autre. Alan Kay, notamment dans la bouche de Frédéric. En fait, Alan Kay, lui, il n'a pas inventé grand-chose, en fait. Mais par contre, il a fait beaucoup de synthèse de tout ce qui se passait autour de lui à cette époque-là. Vous savez que dans les années 60-70, on a inventé toute l'informatique que vous connaissez aujourd'hui. Les souris, les tablettes graphiques, les Windows, les ordinateurs portables, tout a été inventé avant 1980. Et lui, évidemment, il s'intéressait à tout ça, parce que lui, son truc, c'était de rendre accessible l'informatique aux enfants. Et donc, lui, ça l'intéressait, cette idée-là. Donc lui, il a essayé de faire la synthèse de tout ce qui l'intéressait à l'époque, c'est-à-dire Simula,
même s'il n'avait pas tout compris, parce qu'à l'époque, ce que Simula faisait était écrit en norvégien et il n'y avait pas Google Translate. Il s'intéressait aussi à ARPANET, parce qu'il s'est dit, c'est marrant en fait, si chaque parce qu'ARPANET, ils sont servis d'un réseau entre ordinateurs pour faire des calculs, mais il a dit, c'est marrant, si chaque ordinateur était un objet, on aurait quelque chose qui ressemble à Simula. Il a fait des parallèles assez intéressants. Il s'est intéressé à Logo. Je ne sais pas si vous avez fait du Logo. C'est un langage, quand on est enfant, c'est fait pour les enfants, qui permet de dessiner avec une tortue. Moi, je suis vraiment vieille. Hein. Oh là là. Sketchpad, alors je ne vous ai pas montré une photo. Sketchpad, c'est un ordinateur qui fait 100 mètres carrés, mais qui a un écran de 400 pixels et qui permet de dessiner. En 1963. Par petite anecdote, la RAM de cet ordinateur qui permettait de faire ça faisait la taille d'une baignoire. Et puis, bien sûr, Simula, il s'en est évidemment inspiré. Donc, ce que Simula appelait des processus, lui, il va appeler ça des objets, parce que c'est un biologiste. Donc, lui, la notion de processus, c'est pas son truc. Et puis, parler de processus à des enfants, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, il a parlé d'objets. Et notamment, il va tout mettre en place. Donc, il va faire cette synthèse au sein d'un langage qui s'appelle Smalltalk, en 1971, qui est un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous en avez fait. Si vous faites de l'Objective-C, ça se ressemble, en fait. Un petit peu. Alors en fait, ce Smalltalk, il va vraiment faire rentrer le langage objet dans la réalité, parce que dans Smalltalk, tout est objet, y compris la classe, y compris les processus, y compris un nombre, une chaîne de caractères, et ainsi de suite. Ce qui n'était pas vrai dans Simula, parce que les objets étaient des processus, donc un nombre, ça ne pouvait pas être un processus, et une chaîne ne risquait pas d'être un processus. Là, dans Smalltalk, c'est complètement différent, tout est objet. Il va aussi énormément insister sur la notion d'encapsulation, à savoir que l'état d'un objet appartient à son objet et à personne d'autre. Et puis, il va dire les objets, ils interagissent entre eux avec des messages. Alors ces messages, évidemment, c'est des messages que les objets s'envoient entre eux, mais au niveau de l'objet, dans sa structure interne, il y a ce qu'on appelle des méthodes. Voilà. Et en général, quand on appelle un message, ce message engendre l'appel à une méthode au sein de l'objet. Ce qui fait qu'on les confond souvent. C'est-à-dire que quand on écrit une méthode, en fait, on écrit un message qui peut être reçu. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. OK ? Donc ça, c'est le passé. 1971. Vous voyez, on avait déjà un langage objet complet à l'époque. Et en plus, ça tournait même sur des petites machines portables. On n'avait pas besoin d'avoir un énorme truc de 100 mètres carrés. Et puis, il ne s'est quasiment rien passé pendant 20 ans. Le langage objet, il a commencé à exister. On a fait du C++. Alors, faut savoir que C++ et Alan Kay sont en guerre parce qu'Alan Kay a dit que C++ c'est juste n'importe quoi. Voilà. Je crois qu'il a raison. En termes d'objets, calmez-vous. Alors, on arrive au présent. Alors, le présent, ce n'est pas vraiment le présent de 2000 et quelque chose. Le présent, c'est 1994 avec The Gang of Four, que vous connaissez tous. Eric, Richard, Ralph et John. Ces gens-là faisaient du langage objet depuis pas mal d'années. Ils se sont dit, c'est bien rigolo tout ça, mais en fait, on retrouve un petit peu toujours la même chose. C'est vrai. Et donc, ils ont dit, on va tous ces motifs qu'on retrouve, on va les mettre dans un bouquin, on va écrire ce bouquin. Et c'est comme ça que sont nés les design patterns. D'accord ? Donc ça, c'est un apport important, moderne au langage objet, les design patterns. Et puis, il y a un autre monsieur qui, lui, tout seul, en 95, donc finalement pas beaucoup plus tard, va aussi découvrir quelque chose d'important. Ce sont les Rotten Design de notre ami Oncle Bob, que vous connaissez bien, qui sont les défauts qu'on trouve dans la plupart des applications langage objet, immobilité, fragilité, viscosité, je ne vous apprends rien. Mais évidemment, il trouve la maladie, mais il nous propose aussi le remède avec les règles dites solides, qui sont normalement les remèdes au Rotten Design. Donc voilà, 62-95, l'histoire de langage objet, elle tient là. Maintenant, où en sommes-nous ? Donc, je vous préviens tout de suite, la diapo qui suit risque de faire mal, très mal. Tout ça, pour ça. On s'en fout, on fait du symphonie. Je te fais 105 minutes avec Expressive. J'essaie d'en mettre un peu pour tout le monde. J'ai déjà tout dans la Ravel. Et un petit coup de composer install et roule ma poule. Ouais, effectivement, rappelez-vous, imaginez dans les années 60 que c'était compliqué de faire du langage objet. Il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Les mecs, ils devaient réfléchir à leur code, quoi. Les mecs, ils devaient vraiment coder tout à la main. Aujourd'hui, nous, on a peut-être, sans troller trop fort, on a peut-être un petit peu oublié tout ça aujourd'hui, au présent. On travaille avec des frameworks. On n'est pas très sûr que tout ce qu'on code soit vraiment solide. En même temps, on nous a dit, est-ce que c'est vraiment important de faire du solide ?
Mais en même temps, on n'est pas tout à fait certain qu'on continue de faire de l'objet réellement quand on utilise Symfony ou quand on utilise Zen. Finalement, est-ce qu'on fait vraiment du langage objet ou est-ce qu'on fait qu'utiliser un framework et des recettes de cuisine? Alors, je ne veux pas non plus vous casser le moral, puisque Jean-François s'en est déjà chargé juste avant moi. Et j'ai plutôt proposé une solution alternative qui n'est pas réellement le futur, mais peut-être pas loin, avec la programmation orientée à l'Est. C'est là que je vais avoir besoin de mes volontaires. Tenez-vous prêts. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on fait de la programmation orientée à l'Ouest? Non, on fait de la programmation orientée retour. Alors, j'ai demandé à mes... Je vais vous en faire une démonstration. Et j'ai demandé à mes volontaires de vouloir me rejoindre. Les escaliers sont là. Alors, vous pouvez aussi sauter comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Enfin, un petit peu de plus, ce serait pas mal. Vous voulez faire du langage objet, vous ne savez pas compter jusque 4, quoi. C'est bon. Merci, trop tard. Alors, on va faire de la programmation orientée retour. Donc, ces personnes-là, désolé, vous êtes mes objets. Ou mes processus, si vous êtes un gars. La mission est très simple. Je vais confier ce petit bloc de papier et ce stylo au premier objet. Et je vais lui demander de bien vouloir écrire le nom sur cette feuille, le prénom de ses voisins. Oui. Suspense. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la démo marche encore mieux que je l'espérais. Voilà, tu peux me le rendre, c'est gentil. Tu as le droit de mettre le tien aussi, si tu veux. Vous mettez Toto plutôt Mickey, je m'en fiche, c'est pas grave. Super. Bien. Merci, c'est gentil. Tu peux me rendre le stylo aussi? C'est au Mariotte, c'est pas moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que finalement j'ai réussi à avoir les prénoms des personnes sur scène sur une feuille de papier? Qu'est-ce qu'a fait le premier objet? Il a demandé aux autres quel était leur prénom. D'accord? Si on considère que ce sont des objets, ça signifie qu'il connaît l'état des différents objets qui sont là. Et pourquoi ça s'appelle la programmation orientée retour? Parce que ce qui l'intéressait, quand il a envoyé un message aux trois autres, ce qui l'intéressait, c'était le retour d'informations. Ben ça, c'est la programmation que vous faites aujourd'hui, avec des getters plein partout. D'accord? Quand vous vous interrogez un objet, ce qui vous intéresse, c'est de connaître ses données. Mais ce n'est pas ça l'objet qu'on avait pensé. Parce que le principe du langage objet, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois très bien sur mon écran, c'est le tell, don't ask. Il ne s'agit pas de demander les informations aux objets, il s'agit de leur donner des ordres. Il ne va pas vous donner d'ordre tout de suite. D'accord? Donc la programmation orientée à l'est, ça signifie qu'au lieu de tout orienter dans le retour, on va orienter les données dans l'autre sens. Donc, on respecte l'encapsulation. Il s'agira maintenant, on va refaire l'expérience tout à l'heure, mais tu ne devras pas demander le prénom aux autres. D'accord? Celui qui réagit, qui fait des actions, c'est celui qui possède la donnée. D'accord? C'est donc pas toi qui dois écrire sur le papier. Et les objets se passent des commandes entre eux. D'accord? Il y a une image que j'aime bien, c'est celle de Fantasia, où en fait, il faut demander au balai de faire le ménage. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller chercher le balai et de faire le ménage. Si on veut faire la programmation orientée à l'Est, on va demander au balai de faire le ménage. Bon, maintenant, on a des robots aspirateurs, mais c'est globalement la même chose. Alors, on va retenter l'expérience. Qu'est-ce que tu écris mal? Pour ça qu'il utilise un clavier. Je suis rassuré, même dans les années 60, il tape à la machine, le code. Donc là, maintenant que tu as bien compris, je peux te les remettre, je peux le faire. Voilà. Maintenant que tu as bien compris le principe de la programmation orientée à l'Est, je te rends ce défi, je te rends le papier, je te rends le stylo. Et en appliquant les principes de la POE, on va dire, tu vas devoir faire exactement la même tâche, le même résultat, c'est-à-dire le prénom de tous ceux qui sont sur scène sur le papier, sans jamais leur demander leur prénom, d'accord, en laissant les gens qui ont l'information se débrouiller et en ne faisant que faire passer des messages à tes voisins. Tu as 4 heures.
On va l'aider parce que sinon... Voilà, il a compris. Tell, don't ask. Ça ne sert à rien de demander le prénom aux gens si tu peux leur faire écrire sur le papier. L'intérêt, c'est que quand je vais récupérer le papier ici, personne ne sait comment les autres s'appellent. Sauf Maxence. D'accord, vous voyez, on a sauvegardé l'encapsulation des données. Chacun a pu garder secrètement. J'ai demandé les prénoms, mais j'aurais pu demander les préférences sexuelles, par exemple. Ce n'est pas un truc qu'on veut écrire sur un papier. Là, j'étais gentil parce que c'est pour l'expérience. Mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Chaque objet a gardé ses données. Puisque celui qui avait les données, c'est lui qui s'est chargé d'agir. Et en fait, tout ce que tu as fait, c'est faire passer un message. Le message étant ce petit objet bloc-notes. Merci à tous. Vous pouvez retourner à vos places pour cette démonstration. Bon, évidemment, j'ai fait ça avec les mains pour que vous compreniez, mais il y a un moment donné, il va falloir faire du code, c'est promis. Alors, quelles sont les promesses que nous fait la POE si on décidait vraiment de le refaire comme ça? Eh bien, déjà, l'état des objets est réellement encapsulé. Théoriquement, on doit le sauvegarder. C'est-à-dire que l'état ne sort pas des objets. A priori, le secret doit être bien gardé. Et je vais retrouver ma petite télécommande, sinon je vais galérer. Ensuite, on n'a pas traité les retours parce que globalement, les méthodes d'un objet en POE retournent soit l'objet lui-même, soit void. Donc on n'a pas besoin de traiter les retours. Du coup, on fait moins d'erreurs parce qu'on n'a pas de retour typé, parce qu'on renvoie toujours void ou l'objet. Normalement, on doit être beaucoup plus facile à tester aussi, parce que quand vous devez moquer un objet, vous n'avez pas besoin de gérer les valeurs qui retournent. Donc à la limite, vous n'avez pas besoin de les moquer. On a beaucoup moins de couplage, encore une fois, parce qu'encore une fois, on n'a pas de retour typé. Et théoriquement, on garde le principe de celui qui a les données fait l'action. Alors on va essayer de voir un exemple, cette fois-ci avec du vrai code et pas juste des vrais gens. C'est moi qui suis là. Ouais, je sais, c'est pas ressemblant. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut coder en PHP l'action d'aller commander une chambre dans un hôtel. Donc je vous rappelle l'idée, on a des objets et on a des messages, uniquement. Donc on va demander à l'objet Sophie d'aller commander une chambre dans l'hôtel qui s'appelle hôtel. Comment ça va se passer? Eh bien, l'objet Sophie va demander à l'hôtel de bien lui fournir une chambre avec les paramètres suivants. Le client, c'est moi. Ce que je veux comme chambre, c'est une chambre de taille M. Il y a S, M et L. Et je vais être au moins au 3e étage. Donc ça, c'est le message que reçoit l'hôtel. L'hôtel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller interroger toutes ses chambres. Ça, c'est des chambres. Voilà. C'est des objets chambres. Donc chaque chambre va être interrogée et va dire, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es de taille M? Et est-ce que tu es au moins au 3e étage? Celles qui ne conviennent pas ne vont pas répondre. Et celle qui va convenir, c'est-à-dire la chambre 302, va renvoyer un message à l'hôtel en disant « C'est bon, tu peux me booker ». Et une fois que l'hôtel aura booké la chambre, il pourra envoyer le message à Sophie en disant « Voilà, ton numéro de chambre, c'est le 302 ». Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, en PHP, ça donne quoi? C'est pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant à regarder en code, finalement. Comment on commence? Bon, on crée un client, c'est moi. On crée un hôtel Ibis, oui, parce que je suis à l'hôtel Ibis et que j'ai ma carte accord. Donc je fais de la pub pour Ibis. Et puis on demande à Sophie de bien commander une chambre à l'hôtel Ibis. Bon, ça, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et puis évidemment, après, vous avez tout le code qui va avec. Le code du client. Donc j'ai enlevé tous les commentaires et tout ça, parce que sinon ça prend une place folle. Mais en gros, on se retrouve avec deux méthodes qui correspondent aux deux messages. Comment je commande quelque chose? Comment je commande une chambre? Donc je demande à l'hôtel, déjà je dis choisis l'hôtel, si je choisis une chambre, je choisis l'hôtel. Ensuite je demande à l'hôtel de bien vouloir me donner une chambre qui corresponde à mes besoins. Donc du coup, comment ça se passe dans l'hôtel? Lui, il reçoit ce message ici, donc il dit bah, tiens, le client que je traite, c'est celui qui me pose la question. Et puis il va aller interroger toutes les chambres, et puis il va demander aux chambres si elles sont suitable, donc si elles conviennent au client. Et donc du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre. La chambre, en fait, c'est pas très compliqué. Elle va regarder si la taille et puis si ça va. Voilà. Donc si ça convient pas, elle va faire retour 10, retour 10, retour 10. Voilà. Puis par contre, dès que ça convient, elle va aller dire à l'hôtel ah ben c'est bon, celle-là, tu peux la booker. Voilà. Et l'hôtel dit ah bon, je peux la booker. Super. Alors je vais la booker. Et puis je vais dire à mon client ben voilà, ton numéro de chambre, c'est celui-ci. On a fini. Super. OK.
Bon, c'est un exemple, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon non plus, je n'ai pas mis un mois à réfléchir, mais au moins c'est une petite idée de comment ça peut fonctionner de la PoE en PHP. C'est pas très compliqué en fait, finalement, c'est pas une révolution dans le code, c'est une révolution dans la façon de penser. Alors, pour conclure, je vous ai présenté un peu la PoE, je vous ai parlé d'où venait un peu le langage objet, de cette histoire, et puis j'ai envie de dire du message essentiel du langage objet qu'on a perdu avec les frameworks, les librairies et tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, continuez à gagner votre vie avec le framework, hein, continuez à faire des applications, continuez de vous éclater, mais ne perdez pas de vue l'essence de l'objet peut-être, parce que parfois il est peut-être plus simple de coder par soi-même plutôt que de dire je vais utiliser la librairie de quelqu'un d'autre dont vous n'êtes pas très certain de la qualité du code. Donc, revenez à l'essence de l'objet en premier, et puis si vous pensez que la solution c'est le framework, faites-le, mais par pitié, ne le faites pas a priori. Ensuite, keep it simple, stupid. Des fois, hein, ça va vachement plus vite de coder par soi-même que d'aller chercher un autre truc. Okay, donc, n'hésitez pas. Et méditez sur les textes des fondateurs, que ce soit Oncle Bob, que ce soit... Allez chercher dans la littérature des années 70 comment on vivait l'informatique, et vous allez sans doute y apprendre de grandes leçons. Enfin, faites du sport, mangez sain, souriez et restez positifs. Je présente Vénus et Mélusine, voilà, qui peuplent mon jardin et la maison aussi. Alors, tout d'abord, on peut féliciter Sophie parce qu'elle a atteint les 500 abonnés sur Twitter. Merci. Ça me touche tellement. Et si vous avez des questions, levez la main. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, tu dis que le fait de programmer comme ça diminue le couplage, mais au final, on se retrouve à injecter l'hôtel dans la chambre, par exemple. Est-ce que du coup, c'est vraiment diminuer le couplage ou c'est le déplacer ou le découper? Je vais te répondre avec une autre question. Est-ce que tu peux faire une chambre d'hôtel sans hôtel? Non. Donc le couplage, il est réel, il existe. Ce qui serait pas bon, c'est de coupler le client à l'hôtel, par contre. D'accord, merci. Et désolé, j'être sèche comme ça. Alors, merci pour la conférence. Du coup, j'ai bien... Je suis là. Ouais, pardon, excuse-moi. Vous êtes tellement nombreux. C'est vrai. J'ai bien compris du coup pourquoi la programmation orientée retour, avec l'image et tout, mais du coup, pourquoi à l'est? Enfin, Alors pourquoi à l'est? Parce qu'en fait, quand tu écris le code, quand tu regardes dans quel sens va la donnée, quand tu écris le code et que tu fais des get et des get et des get, tu t'aperçois qu'en fait, la donnée, elle part de la gauche vers la droite. D'accord? Donc elle est orientée retour. Maintenant, si tu regardes comment elle va, ça se voyait en fait, quand vous vous rappelez quand les quatre étaient là, hein, chacun a donné son prénom dans cette direction, vers l'ouest, mais on a dit orienté retour. Alors que quand on a fait circuler, le message, j'ai vu qu'il allait dans l'autre sens, lui. Donc à l'est. Après, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Question de toute bête, on a des exemples, ici, encore moi. Non, moi je t'avais vu par contre. On a des exemples de, je sais pas, de framework, de lib, des choses qui utilisent déjà, pardon, parce que ça me paraît un peu abstrait comme ça en fait. Ouais, c'est complètement abstrait, il n'y en a pas. Il n'y avait pas d'exemple en PHP même, et j'en ai trouvé pas mal en Ruby que j'ai trouvé très très insatisfaisant. Okay. C'est encore un domaine de recherche, et très sincèrement, je ne pense pas que les langages objets aujourd'hui permettent, si on cherche vraiment, on s'aperçoit qu'on a des problèmes, on essaie d'établir des règles pour faire de la PoE, mais ça ne marche pas vraiment. Il faudra sans doute que les langages évoluent pour réellement la faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exercice, c'est vous faire réfléchir autrement sur la façon dont on conçoit le logiciel, et qu'est-ce que signifie vraiment l'objet au sens de Simula et d'Alan Kay. Après, non, j'ai hélas, le seul exemple, c'est le mien. Il est sur GitHub. Ok, merci. Alors, juste dans la continuité, une autre question, qu'est-ce qui se passe si donc la personne qui réserve la chambre d'hôtel, elle se pointe à l'hôtel, elle a oublié son numéro de chambre, elle ne se souvient plus, elle avait noté sur papier qu'elle a perdu, très bien, elle demande à l'hôtel quel est mon numéro de chambre. Il faut bien que l'hôtel lui réponde quelque chose, lui retourne une valeur. Comment on implémente ça dans ce paradigme?
il va falloir y réfléchir, mais effectivement, à la limite, j'ai rien contre ça, puisque on ne demande pas vraiment une donnée de l'état de l'hôtel. Ce qui me dérangerait, c'est que le client demande en disant combien vous avez de chambres de réservées. À la limite, l'information que l'hôtel leur envoie sur le numéro de chambre, c'est pas violer l'état, l'encapsulation vraiment liée à l'objet hôtel. Maintenant, la question qu'il faudrait voir, c'est pourquoi on a besoin de cette information dans ce sens-là. Mais effectivement, hein, encore une fois, c'est encore un domaine de recherche, et moi, comme Fred, on nage complètement sur ce truc-là. Donc je peux pas te répondre de façon claire. Juste sur le pourquoi, un exemple d'API REST qui renvoie de la donnée qui est stockée dans une base, c'est tout simple, hein, on récupère de la donnée. Donc là, on a besoin de requêter de la donnée, et typiquement une classe de repository qui va faire des requêtes dans une base, il faut bien qu'elle renvoie la donnée. Alors, en POE, à partir du moment où on se retrouve dans le cas où on est dans un constructeur ou dans une factory, évidemment, on autorise, ce qui est le cas d'un repository, hein, puisqu'il va créer un objet quelque part. Dans ce cas-là, effectivement, on autorise un retour, parce que si rien ne renvoie rien, on va avoir du mal, ne serait-ce qu'à créer des objets. Donc il faut au minimum qu'on ait des new ou des constructeurs, et il est autorisé dans le cas de la POE que les factories renvoient quelque chose, au moins un objet. Donc ça, c'est d'une des exceptions qui est acceptée, et c'est encore une fois quelque chose qui montre que les langages objets aujourd'hui fonctionnent mal avec la POE, parce que pourquoi une factory aurait le droit de retourner autre chose que this, alors que toutes les autres n'ont pas le droit? Encore une fois, si vous faites pareil, une méthode protégée, a priori, elle n'est pas appelée de l'extérieur, donc elle peut renvoyer ce qu'elle veut. Mais les méthodes publiques, elles, théoriquement, ne doivent rien renvoyer. Donc il y a des exceptions, en fait. Salut, je suis gentil, hein, pas tapé. J'aime beaucoup le concept et ça me rappelle énormément le principe des middleware, avec le principe de je passe une requête à un objet, il la traite, il renvoie une réponse, et du coup, toute l'intelligence reste dans l'objet. Ton avis ? Ouais. Alors en fait, mais tout à fait. En fait, quand vous regardez tout début, quand Simula a été créé, on s'aperçoit qu'en fait, on est dans des processus qui s'envoient des événements que Alan Kay appellera message, qu'on appellera méthode. Mais globalement, ça reste quand même quelque chose qui est géré par des événements. C'est juste que ces événements sont envoyés d'objet à objet. Il n'y a pas d'event manager comme on en a dans PHP, mais c'est exactement ça. Donc un middleware, effectivement, il va recevoir une donnée, traiter l'information, et renvoyer un autre message, et ainsi de suite. Mais c'est tout à fait vrai, et c'est encore plus vrai, parce que Alan Kay, s'il a eu l'idée du message, et c'est notamment l'HTTP qui lui a donné l'idée, des clients, des serveurs, ou en grosso modo des machines qui s'envoient des messages, qui sont des messages HTTP, qui peuvent être ou request ou response, parce que c'est des messages qui sont dirigés, mais globalement, le langage objet, c'est exactement la même nature que ce qu'on fait dans les middleware, qu'on fait sur HTTP. Donc tu as complètement raison de faire ce parallèle. Merci. Tu le fais juste 40 ans après. Il y avait une question. Tu avais une question ? C'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur l'objet. C'est un sujet auquel je me suis pas mal intéressé. Alors en PHP, effectivement, j'ai rien trouvé, mais en Smalltalk, on trouve pas mal de trucs sur Internet qui sont de l'objet. Il y a beaucoup de ressources en Smalltalk. Mais en PHP, non, quoi. Ni en Java, ni quoi que ce soit. Savoir que Smalltalk, ça a été fait pour des enfants de 6 à 12 ans. Donc si vous ne comprenez pas, posez-vous des questions. Moi, la première, sincèrement, quand j'ai vu du code Smalltalk, j'ai fait « what the fuck ». Bonjour, par là. Merci pour la présentation. Merci. Je voulais savoir, est-ce que ça a du sens, ou dans le cas où ça a du sens, comment est-ce qu'on gère les exceptions quand on fait des demandes d'objets ? Une exception, c'est un message qui est renvoyé par un objet. Il est renvoyé à l'appelant. Mais c'est un message comme un autre. D'ailleurs, l'exception, c'est typiquement ce qu'on gère très bien en termes de message au sein du langage objet. Donc effectivement, si on envoie un message à un objet qui ne comprend pas, il va renvoyer le message en disant « j'ai pas compris ». C'est typiquement une exception. D'ailleurs, je rêve de faire si vous voulez un vrai event manager dans PHP, les exceptions seraient bien. Ok, merci. Donc c'est vraiment l'exception, c'est typiquement un message. Bonjour, je t'attendais. Sophie. Bah oui, je me doute. Donc pour la petite histoire, je suis Frédéric qui l'interpelle depuis tout à l'heure. Tu te doutes bien que la conf m'a intéressé. Moi, j'ai découvert ça il y a 5 ans. Et ça fait 5 ans que je pratique ça en PHP. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que, on peut très bien le faire en PHP. Voilà, ça c'est dit. Les exceptions, en fait, on n'a pas besoin. Et pour répondre à la question de l'hôtel tout à l'heure, en fait, tu ne vas pas passer une instance de l'hôtel, tu vas imposer une interface hôtel.
Et du coup, là, tu découples parce que tu pourras avoir ce que tu veux derrière. Tu pourras même passer une voiture qui implémente l'interface hôtel, ça fonctionnera. Donc là, tu as du couplage le plus lâche possible, tu es au niveau d'abstraction le plus élevé, et du coup, il n'y a plus de problème. Et les exceptions, en fait, tu les gères de la même façon. Tu ne balances plus d'exceptions quand tu fais du HIST. Tu définis des interfaces qui sont capables de gérer tes messages d'erreur. Typiquement, un client de base de données qui n'arrive pas à se connecter, eh bien, il va répondre à celui qui a lui demandé, il va envoyer un message à celui qui lui a demandé de se connecter. Désolé, j'arrive pas à me connecter. Charge à lui de gérer le problème après. Là où tu aurais bêtement lancé une exception. Avec PHP, le seul endroit où ça a encore du sens de lancer une exception, c'est dans un constructeur. Parce que les arguments ne sont pas les bons types, etc. Mais maintenant, avec PHP 7 et PHP 7.1, on peut imposer les types, etc. Et on peut laisser la VM se démerder avec tout ça. Donc si, on peut faire. Là où je rejoins un peu Sophie, c'est qu'il manque encore quelques petites bricoles dans les langages, mais j'ai été très très surpris par la versatilité de PHP vis-à-vis de ça. Je ne m'attendais pas du tout à pouvoir aller aussi loin. Parce que quand on prend PHP et qu'on prend Smalltalk, qui est un vrai langage objet, qui a de la maturité, etc., on se dit ça va pas le faire. Ben si, ça le fait très très bien. Il faut utiliser tout l'arsenal de PHP, donc c'est beaucoup les fonctions anonymes, il faut beaucoup travailler avec les interfaces. La clé de tout ça, en fait, ce sont les interfaces. La conférence qui dit l'interface, c'est l'ADN de votre application, c'est vraiment ça, parce que c'est ça qui va définir tout le protocole de communication entre vos objets qui vont vous permettre de produire le résultat que vous attendez. Et du coup, si vous voulez produire un autre résultat, qu'est-ce que vous faites? Vous dépluguez un objet qui a l'interface qui va bien, vous repluguez un autre objet qui a un comportement différent mais qui a la même interface et vous obtenez un résultat complètement différent. Et ça vous prend 2 secondes 2. Vous remplacez un new Toto par un new Tutu qui implémente tous les deux l'interface Tartampion et vous êtes peinard. Et ça change vraiment tout, ça simplifie vraiment le code, etc. Par contre, en termes de jus de cerveau, ça fait saigner les oreilles, hein, je vous le cache pas. Voilà. Bon courage à ceux qui tentent l'expérience. Si vous voulez des exemples de code, j'ai un dépôt sur GitHub sur mon username. Ah mais, je précise, je me fais pas de pub, j'en ai rien à faire. Donc, sur mon compte MageekGuy, il y a un dépôt qui s'appelle Rising Sun. Dedans, il y a plein de trucs. Et vous verrez, hein, il y a plein d'expériences là-dedans. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais vous aurez des vrais exemples de code qui fonctionnent. Voilà. Merci. Ah ben, c'est terminé.